La sonnette a retenti de manière sèche et exigeante, tirant Clara de sa lourde torpeur. Elle était assise dans la cuisine depuis environ 1 heure, remuant mécaniquement son thé froid depuis longtemps avec une cuillère et regardant fixement le calendrier accroché au mur. Jeudi 15 mars 2024, un jour qui devait être le début de la fin ou la fin du début. Elle était déjà confuse elle-même. Depuis 2 mois, sa vie ressemblait à un marécage visqueux sans issue apparente. Chaque matin commençait par une douleur sourde et lancinante quelque part dans son plexus solaire. Et chaque soir se terminait par des larmes dans son oreiller pour ne pas réveiller Ethan, qui dormait à côté d'elle, tourné vers le mur. Maintenant, il dormait ailleurs, et l'oreiller était toujours humide. La sonnette retentit de nouveau, plus insistante cette fois. Clara soupira, se leva de table et alla ouvrir. Ethan se tenait sur le seuil. Il avait presque son apparence habituelle, une veste chère, une chemise à boutons parfaitement repassée, une légère barbe de 3 jours qu'il considérait comme élégante. Seuls ses yeux étaient différents. Ses yeux ne contenaient plus cette étincelle chaleureuse qui avait autrefois fait tomber Clara follement amoureuse de lui. Il n'y avait plus qu'un vide prudent et une ombre d'irritation. « Bonjour », dit-il en entrant dans le couloir sans la regarder. « Je ne serai pas long. Nous devons discuter des détails. »« Bonjour », répondit doucement Clara en fermant la porte derrière lui. « Passe à la cuisine. » Il entra dans la cuisine, s'assit à sa place et regarda autour de lui comme s'il voyait la pièce pour la première fois. Même si c'était lui qui avait choisi ses armoires de cuisine ivoire, c'était lui qui avait insisté pour acheter cette machine à expresso ridicule qui occupait la moitié du comptoir et qu'il n'utilisait presque jamais. Tout dans cet appartement était partagé, imprégné de leurs souvenirs communs, de leurs projets, de leurs rires et de leurs disputes. Maintenant, tout cela devait être divisé. « Tu veux un café ?» demanda-t-elle, plus par habitude que par hospitalité. « Non, merci. Allons droit au but. Mon avocat a préparé un projet d'accord de règlement des biens. » Il sortit quelques feuilles de papier de sa mallette en cuir et les posa sur la table. En gros, tout est équitable. L'appartement est divisé en 2. Je garde ma voiture, mais je te paierai la moitié de sa valeur selon le Kelley Blue Book. Les comptes bancaires, Clara n'écoutait pas. Elle regardait ses mains bien soignées, qui posaient si nonchalamment sur la table les documents détruisant leur vie. Elle se souvenait comment ses mains l'enlaçaient, comment elle caressait ses cheveux, comment elle tenait doucement sa paume. Comment tout cela avait-il pu disparaître si vite? Ou l'amour s'était-il évaporé? L'amour qui semblait éternel. Et quant au chalet dans les Poconos, poursuivit Ethan, c'est plus compliqué. L'acte de propriété est au nom de ma mère, même si nous y avons mis de l'argent. Garde le chalet pour toi, ou plutôt pour ta mère, l'interrompit Clara. Sa voix était égale, complètement dénuée d'émotion. Elle se surprit elle-même. À l'intérieur, tout hurlait de douleur, mais extérieurement, elle maintenait un calme glacial. Je n'y prétendrai pas. Ethan la regarda avec surprise. Sérieusement? Absolument. Considère ça comme mon cadeau d'adieu. Il fut momentanément embarrassé, mais se ressaisit rapidement. Eh bien, comme tu le juges bon. Ça simplifie considérablement les choses. Tiens, regarde. Il poussa les papiers vers elle. Si tout te convient, nous pouvons signer ça avec le médiateur la semaine prochaine. Clara prit les feuilles. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle parcourut les lignes sans en saisir l'essence. Ethan Sterling, Clara et Sterling, biens acquis en commun. Des mots secs, sans vie, qui mettaient un point final à leur histoire de 9 ans. 5 ans de fréquentation et 4 ans de mariage. Cela semblait une éternité. Je dois montrer ça à mon avocate, dit-elle en mettant les documents de côté. Tu as une avocate? Le mécontentement mêlé d'un léger mépris résonna dans sa voix. Pourquoi? Je te dis que tout est complètement équitable ici. Ma sœur est avocate en droit de la famille, Ethan. As-tu oublié Sarah? Il grimaça. Il n'avait jamais aimé la sœur de Clara, la considérant trop dure et directe. Très bien, montre-le à Sarah. Assure-toi juste qu'elle n'invente pas de problèmes inutiles. Je veux me séparer pacifiquement, sans scandale. Pacifiquement, répéta mentalement Clara. Pouvait-on appeler cela une séparation pacifique alors qu'il était simplement rentré un soir et avait dit qu'il ne l'aimait plus? Il avait rencontré quelqu'un d'autre. Il l'avait dit nonchalamment,
comme s'il annonçait qu'il avait acheté une nouvelle cravate, puis il avait fait ses valises et l'avait laissé seul dans cet appartement rempli des fantômes de leur passé commun. « Je veux aussi me séparer pacifiquement, dit-elle à voix haute. C'est super. Ethan se détendit visiblement. Il avait clairement peur qu'elle se mette à pleurer, à le supplier, à faire une scène. Mais elle ne lui donna pas cette satisfaction. « Je vais y aller alors. Appelle-moi quand ta sœur aura examiné les papiers. » Il se leva, s'apprêtant à partir. Déjà dans le couloir, il se retourna. Une étrange expression apparut sur son visage, un mélange de culpabilité et de pitié. « Clara, comment tu tiens le coup ici? Tu t'en sors bien seule? »« Je m'en sors, » répondit-elle d'un ton égal. « Ne t'inquiète pas pour moi. C'est juste que ma mère est très contrariée par notre divorce. Sa santé s'est complètement détériorée. Sa tension artérielle monte en flèche et son cœur fait des siennes. Tu sais comme elle s'inquiète toujours pour moi. » Clara hocha la tête en silence. Bien sûr, comment pourrait-il se passer de sa mère? Eleanor Sterling, sa belle-mère, avait toujours été la troisième personne dans leur relation. Une ombre invisible et le plus souvent très visible planant sur leur famille. C'est elle qui avait présenté Ethan à sa nouvelle flamme, la fille de sa vieille amie, une fille instruite d'une bonne famille. Pas comme certaines personnes, avait-elle laissé tomber un jour en présence de Clara, sans même essayer de cacher l'allusion. Tu devrais l'appeler ou quelque chose comme ça, poursuivit Ethan. La soutenir. C'est dur pour elle en ce moment. Clara sentit une vague de colère froide monter en elle. Appeler la femme qui avait délibérément détruit son mariage et la soutenir. C'était au-delà des bornes. J'y réfléchirai, répondit-elle froidement en ouvrant la porte d'entrée. Eh bien, tiens bon, lui tapota-t-il maladroitement l'épaule et sortit. Clara verrouilla la porte avec tous les peines et s'adossa contre elle. Ses jambes devinrent soudainement cotonneuses. Elle glissa lentement jusqu'au sol, enlaçant ses genoux. Ce n'est que maintenant, qu'il était parti, qu'elle se permit de laisser libre cours à ses larmes. Elle coulait en silence, brûlant ses joues. Elle ne pleurait pas pour lui. Elle pleurait pour elle-même, pour sa vie ruinée, pour les années perdues, pour la croyance naïve que l'amour pouvait tout surmonter. Mais elle s'était trompée. L'amour ne pouvait pas surmonter une belle-mère autoritaire et un fils à maman sans colonne vertébrale. Et la dernière phrase d'Ethan sur la santé défaillante de sa mère résonnait dans sa tête, provoquant une anxiété vague et non reconnue. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais elle le sentait. Ce n'était que le début. Le coup principal était encore à venir. Après le départ d'Ethan, Clara resta longtemps assise sur le sol du couloir, regardant dans le vide. La maison qu'elle avait meublée avec tant d'amour, qu'elle considérait comme sa forteresse, devint soudainement étrangère et froide. Chaque objet semblait crier sa présence, son gel à raser oublié dans la salle de bain, sa tasse préférée avec l'inscription stupide, roi du château, une paire de ses chaussettes traînant solitairement sous le lit. Elle se leva, se sentant brisée et dévastée, et commença mécaniquement à nettoyer les traces de sa récente visite. Elle lava la tasse dans laquelle il n'avait jamais bu son café. Elle essuya la table où avaient reposé les documents qui détruisaient son monde. Puis elle prit son téléphone et composa le numéro de sa sœur. Sarah. Salut. C'est moi. Sa voix était rauque. Et petite sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as une voix affreuse. Sarah percevait toujours les moindres changements dans son humeur. Ethan est venu et a apporté l'accord de règlement des biens. Peux-tu y jeter un œil? Bien sûr. Viens ou envoie-le-moi par email. Comment vas-tu? Bien, répondit Clara. Je tiens le coup, n'est-ce pas? Ça veut dire mal, soupira Sarah. S'est-il au moins comporté décemment? Plus ou moins. À la fin, cependant, il n'a pas pu s'empêcher de me demander d'appeler sa mère et de la soutenir. Il dit que sa santé s'est détériorée à cause du stress nerveux. Une pause s'installa à l'autre bout du fil. Ah oui, traîna Sarah. Sa santé, hein? C'est son cheval de bataille préféré, depuis que je la connais. Eleanor Sterling se plaint constamment de ses maux, surtout quand elle veut quelque chose. Tu penses que c'est de la manipulation? Je ne le pense pas. Je le sais. Quoi qu'il en soit, ne t'attarde pas là-dessus. Envoie-moi les documents. Je les examinerai et tiens bon, Clara. Tu es forte.
Tu t'en sortiras. Après avoir parlé avec sa sœur, les choses semblèrent un peu plus légères. Sarah, avec sa poigne juridique et sa vision sobre de la vie, savait toujours comment ramener Clara sur terre. Elle scanna toutes les pages de l'accord et les envoya par email à sa sœur. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Clara essaya de s'occuper avec le travail. Elle avait plusieurs rapports financiers urgents à rendre, mais les lignes et les chiffres se brouillaient devant ses yeux. Ses pensées revenaient constamment à Ethan, à leur dernière conversation, à cette étrange demande de soutenir sa belle-mère. Pourquoi ferait-il ça? Ne comprend-il vraiment pas à quel point c'est cynique et cruel? Ou est-il si absorbé par ses propres sentiments et sa culpabilité qu'il a complètement cessé de comprendre les siens? Sarah appela ce soir-là. J'ai regardé tes papiers, commença-t-elle sans préambule. Dans l'ensemble, tout est standard, un partage 50-50e comme l'exige la loi. Il te dédommage pour la voiture. Tu ne réclames pas le chalet. Tout semble propre. Semble, sans qui Clara. Il y a une petite clause que je n'aime pas. Section 4, clause 3. Les parties confirment l'absence de réclamation matérielle mutuelle. Sauf dans les cas liés à la nécessité de fournir une aide aux membres de la famille handicapée auxquels une telle aide a été fournie pendant le mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Clara ne comprenait pas. À première vue, c'est une formulation juridique standard. Mais connaissant ta belle-mère et son fils, cela pourrait être une faille. Quel genre de faille? Écoute, as-tu aidé sa mère avec de l'argent? Eh bien, oui. Périodiquement, Ethan lui transférait une certaine somme chaque mois de son salaire. Il disait que c'était pour ses médicaments et ses factures. Je ne m'y suis pas opposé et nous avons fait quelques achats importants comme des rénovations et des appareils électroménagers. Il y a un an, nous lui avons acheté un nouveau réfrigérateur GE et une machine à laver Whirlpool parce que les anciens étaient complètement cassés et nous avons remplacé les fenêtres du chalet. Exactement. Maintenant, imagine la situation. La voix de Sarah se durcit. Il pourrait essayer de prouver au tribunal que pendant le mariage, tu as systématiquement fourni un soutien financier à sa mère. Et sur la base de cette clause et des lois sur la responsabilité filiale de Pennsylvanie, ils exigeront la poursuite de ce soutien. Quoi? Clara n'en croyait pas ses oreilles. Une pension alimentaire pour une belle-mère? Est-ce même possible dans notre système judiciaire? Tout est possible, se moqua Sarah. Surtout si vous avez un avocat habile et une pile des bons certificats médicaux. Rappelle-toi, il a dit que sa santé se détériorait. Ce n'était pas juste des paroles en l'air. C'était la préparation du champ de bataille. Clara sentit un froid intérieur. L'image commençait à se dessiner. Ce n'était pas juste une demande polie. C'était un coup calculé. Il préparait le terrain pour une future attaque. Que dois-je faire? Demanda-t-elle, déconcertée. Rien pour l'instant. Ne panique pas. Je vais modifier cette clause. J'écrirai que toutes les obligations de soutien aux membres de la famille élargie sont assumées indépendamment par chaque partie après la dissolution du mariage. Nous verrons leur réaction. S'ils commencent à s'y opposer, cela signifie que j'avais raison et qu'ils préparent quelque chose. Et s'ils vont effectivement au tribunal, alors nous nous battrons. Rassemble tous les reçus, relevés bancaires et toute preuve que les principales dépenses pour ta belle-mère provenaient du salaire d'Ethan, pas du budget commun. Et surtout, ne tombe pas dans les provocations. Pas d'appel à Eleanor Sterling. Pas de conversation sur sa santé. Silence radio total. Compris. J'ai compris. Clara hocha la tête, sentant sa peur céder progressivement la place à une froide détermination. Elle ne les laisserait pas la traiter de cette façon. Oui. Selon la loi, l'appartement était divisé en deux. Mais la compte, qui représentait près de 40% du coût, provenait de l'argent que Clara avait hérité de sa grand-mère. Elle avait vendu la petite maison ancienne de sa grand-mère pour investir cet argent dans leur nid commun. Ethan avait été si reconnaissant à l'époque, disant qu'il ne l'oublierait jamais. Ils avaient oublié très vite. Le lendemain, Sarah lui envoya la version révisée de l'accord. Clara la lut attentivement. La formulation de sa sœur était claire et sans ambiguïté. Elle transmit le fichier à Ethan avec une courte note. Voici nos modifications. Si tout est acceptable, nous pouvons nous rencontrer au bureau du médiateur. La réponse n'arriva que quelques heures plus tard.
Mon avocat y jettera un œil, mais je vois déjà que toi et ta sœur essayez de m'arnaquer. Clara sourit amèrement. L'arnaquer. C'était lui qui l'avait trahi, l'avait quitté pour une autre, et préparait maintenant un coup de poignard lâche dans le dos. Pourtant, il l'accusait de tricherie. Elle ne répondit pas. La balle était dans son camp. Maintenant, tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre. L'attente s'éternisa pendant 3 jours. 3 jours de silence angoissant où le téléphone était silencieux et l'incertitude la rendait folle. Clara essaya de vivre une vie normale, alla au bureau, rencontra des amis, et commença même un grand nettoyage de printemps dans l'appartement, essayant d'effacer non seulement la poussière, mais aussi les souvenirs. Elle emballa toutes les affaires d'Ethan dans des boîtes et les mit dans le couloir. Qu'il les prenne. Elle n'avait besoin de rien de lui. Le dimanche soir, alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, son téléphone sonna. Le numéro était inconnu. « Allô » répondit-elle prudemment. « Clara et Sterling ?» Une voix masculine suave retentit dans le récepteur. « Mon nom est Arthur Vance. Je suis l'avocat représentant votre mari, Ethan Sterling. »« Oui. »« Bonjour. Nous avons reçu vos modifications à l'accord. Malheureusement, mon client ne peut pas les accepter. »« Pourquoi pas ?» demanda froidement Clara, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Clause 4.3. Ethan estime qu'elle porte atteinte aux droits de sa mère, Eleanor Sterling, qui a besoin d'un soutien constant, et vous, en tant que membre de la famille, ne pouvez pas l'abandonner. Je cesserai bientôt d'être un membre de votre famille, le coupa Clara. Formellement, oui, mais pratiquement, vous étiez comme une fille pour Eleanor. Elle vous aimait beaucoup. Et maintenant, alors que sa santé est si gravement minée par votre décision, la laisser sans aide serait tout simplement inhumain. Clara écouta cette voix mielleuse et sentit la rage bouillir en elle. Ils n'essayaient même pas de cacher leurs intentions. Ils fonçaient tête baissée, jouant sur la pitié et la culpabilité. Dites à votre client, dit-elle, se retenant à peine, que je ne signerai pas l'accord dans sa version rédigée. S'il n'accepte pas ma version, alors nous nous retrouverons au tribunal. Eh bien, c'est votre droit. On pouvait entendre de la satisfaction dans la voix de l'avocat. Nous serons contraints d'intenter une action en justice non seulement pour le partage des biens, mais aussi pour le recouvrement d'une pension alimentaire pour l'entretien de sa mère handicapée. Bonne soirée. Il raccrocha. Clara se tenait au milieu de la pièce avec le téléphone à la main. C'est donc la guerre. Ils ont choisi la guerre. Eh bien, elle était prête. La nuit qui suivit la conversation avec l'avocat d'Ethan fut sans sommeil. Clara se tourna et se retourna dans le lit vide, ressassant ce qu'elle avait entendu. Inhumain. Comme une fille. Santé minée. Chaque mot était une flèche empoisonnée visant son point le plus vulnérable, sa conscience. Il savait exactement où appuyer. Clara avait toujours été responsable et avait toujours essayé d'aider tout le monde, parfois même à son propre détriment. Et maintenant, ils utilisaient ce trait de caractère contre elle. Vers le matin, épuisée par de lourdes pensées, elle s'endormit enfin. Mais le sommeil fut court et agité. Elle rêva d'Eleanor Sterling assise dans un énorme fauteuil à bascule au milieu de leur salon, répétant d'un ton monotone, « Tu me dois. Tu me dois. » Elle se réveilla en sueur froide, le cœur battant à tout rompre. La première chose qu'elle fit fut d'appeler Sarah et de lui raconter la conversation de la nuit. « Je m'en doutais », répondit calmement sa sœur. « Ils ne reculeront pas. Alors, nous nous préparons pour le tribunal. »« Sarah, peuvent-ils gagner ?» demanda Clara avec alarme. « Peuvent-ils me forcer à lui payer une pension alimentaire ?» Théoriquement, la loi le permet. La Pennsylvanie a des lois sur la responsabilité filiale, et selon certaines interprétations. Le tribunal peut recouvrer une pension alimentaire d'un ex-conjoint pour l'entretien d'un parent nécessiteux de l'autre conjoint s'il est devenu handicapé pendant le mariage ou peu après sa dissolution. Mais il y a beaucoup d'obstacles. Ils doivent prouver le fait de l'invalidité, le besoin financier extrême, et que le soutien a été fourni systématiquement à partir des fonds matrimoniaux communs. « Mais elle n'est pas handicapée », s'exclama Clara. « Oui, elle est à la retraite, mais c'est une femme parfaitement vigoureuse. Elle conduit elle-même jusqu'au chalet des Pocono et transporte des seaux de bois de chauffage et des provisions. » Exactement. Et notre travail est de le prouver. Leur travail est de prouver le contraire.
Ils apporteront des certificats médicaux au tribunal sur l'hypertension, les arythmies, l'arthrose, et tout ce dont les gens de son âge souffrent habituellement. Ils joueront sur la sympathie. Clara imagina la scène et frissonna. Ce ne serait pas un procès, mais un théâtre de l'absurde. « Que dois-je faire maintenant » demanda-t-elle. « Vis ta vie » dit fermement Sarah. « Ne les laisse pas t'entraîner dans leur jeu sale. Va travailler, vois tes amis, commence un nouveau passe-temps, et laisse-moi m'occuper des questions juridiques. Je rédigerai une réponse à leur éventuelle poursuite, je préparerai les documents, et tu dois arrêter de te rendre folle. Nous pouvons gérer ça. » Le conseil de sa sœur était judicieux, mais le suivre n'était pas facile. Les pensées du procès à venir ne la quittaient pas. Au travail, elle était distraite et faisait des erreurs dans ses rapports, ce qui mécontentait son patron. À la maison, le vide et le silence pesaient encore plus lourdement. Pour se distraire d'une manière ou d'une autre, elle décida de redécorer complètement la chambre principale. Elle jeta leur lit commun, en commanda un nouveau, plus féminin, avec une tête de lit rembourrée. Elle acheta de nouveaux rideaux de couleur pêche et un tapis moelleux. Elle essayait de créer son propre espace personnel, libre des souvenirs d'Ethan. Les boîtes avec ses affaires se tenaient toujours dans le couloir comme un reproche silencieux. Il n'était pas pressé de les prendre. Une semaine plus tard, le téléphone sonna. C'était Ethan. « Salut », sa voix semblait coupable. « J'appelle pour mes affaires. Puis-je venir les chercher samedi ? » « Oui, bien sûr », répondit Clara. « Je serai à la maison. »« Clara, je voulais parler. »« Nous n'avons rien à nous dire, Ethan. Tout a déjà été dit. »« Non, pas tout. » Des notes larmoyantes apparurent dans sa voix. « Maman va vraiment mal. Nous avons appelé une ambulance hier. Les médecins disent que c'est un état pré-infarctus. Tout ça, c'est à cause de ses nerfs, à cause de notre divorce. » Clara resta silencieuse, serrant fermement le téléphone. Elle ne croyait pas un seul de ces mots. C'était un autre acte d'une pièce mise en scène par sa mère. « Elle veut vraiment te voir », poursuivit Ethan. « Elle te demande de venir lui parler. Peut-être que si vous deux faites la paix, elle se sentira mieux. »« Ethan, je n'irai pas, » dit-elle fermement. « Dis à ta mère de prendre soin d'elle, de ne pas s'énerver, et d'arrêter de m'impliquer dans ses problèmes de santé. Tu es si cruel. » Un ressentiment sincère résonna dans sa voix. « Je te le demande en tant qu'être humain. Ma mère est sur son lit de mort, et toi, si elle est sur son lit de mort, qu'elle appelle des médecins, pas son ex-belle-fille. Excuse-moi, je suis occupé. » Et elle raccrocha. Son cœur battait la chamade. Elle savait qu'elle avait bien fait, mais quelque part au fond d'elle, un ver de doute s'agitait. Et si c'était sérieux cette fois ? Et si Eleanor Sterling était vraiment au bord du gouffre ? Elle chassa ses pensées. Non, c'était de la manipulation. Bon marché, grossière, mais comme elle le savait par expérience, très efficace sur Ethan. Le samedi, il vint chercher ses affaires, non pas seul, mais avec un ami. Ils sortirent silencieusement les boîtes, essayant de ne pas croiser le regard de Clara. Quand la dernière boîte fut chargée dans la voiture, Ethan s'attarda sur le pas de la porte. « Alors, tu n'as jamais appelé ma mère » demanda-t-il d'un ton de reproche. « Non. Elle est à l'hôpital. Mes condoléances. J'espère que les médecins l'aideront. Tu ne demanderas même pas dans quel hôpital ? Pourquoi ? Je ne suis pas médecin. » Ethan la regarda avec un mélange de ressentiment et de perplexité. Il ne comprenait clairement pas où était passée cette Clara douce et docile, celle qui suivait toujours ses directives. « Tu as beaucoup changé, dit-il finalement. La vie vous change, haussa-t-elle les épaules. Et pas toujours pour le pire. Peut-être, soupira-t-il. Arthur a dit que le procès est prêt. Il sera déposé au tribunal de la famille la semaine prochaine. Tu recevras une convocation. Très bien. J'attendrai. Clara, peut-être qu'on ne devrait pas en arriver là. Une supplication résonna dans sa voix. Faisons un marché. Tu acceptes juste d'aider un peu ma mère, de manière purement symbolique, et nous signerons l'accord de règlement. Ethan, je te l'ai déjà dit. Je ne paierai pas un seul centime à ta mère. C'est une question de principe. Si tu veux poursuivre en justice, c'est ton droit.
Il réalisa que toute conversation supplémentaire était inutile. Comme tu voudras, lança-t-il en se tournant vers la sortie. Ne le regrette pas plus tard. La porte claqua derrière lui. Clara resta seule. L'appartement sans ses affaires semblait plus spacieux et plus lumineux. Elle prit une profonde inspiration, sentant un poids invisible tomber de ses épaules. Oui, un procès l'attendait. Des nerfs, des procédures désagréables, mais elle savait qu'elle avait pris la seule bonne décision. Elle ne laisserait plus personne la manipuler, elle et sa vie. La convocation du tribunal arriva 2 semaines plus tard. L'audience était prévue pour le 10 avril. Clara avait près d'1 mois pour se préparer. Elle rencontra Sarah et ensemble, elles élaborèrent une stratégie de défense. L'essentiel est de rester calme et de ne pas céder aux émotions, lui dit sa sœur. Ils joueront sur la sympathie, te dépeignant comme insensible et sans cœur. Ton travail est de ne t'en tenir qu'aux faits. Sarah prépara tous les documents nécessaires. Des relevés bancaires montrant que l'argent pour le soutien de sa belle-mère était transféré par Ethan depuis son compte courant personnel, et non de leur compte joint. Des documents confirmant que la compte pour l'appartement avait été versée à partir des fonds d'héritage personnel de Clara, des reçus pour l'achat d'appareils électroménagers pour sa belle-mère, qui avaient également été payés avec la carte de débit d'Ethan. Nous avons une position solide, dit Sarah en parcourant les papiers. Mais tout dépendra du juge et de la conviction de leur performance théâtrale. Clara savait que la performance serait de première classe. Eleanor Sterling était une actrice née et le rôle de la mère malade, misérable et abandonnée était son joyau de la couronne. Plus la date du procès approchait, plus la tension montait. Clara faisait des cauchemars. Elle mangeait mal, perdait du poids, mais essayait extérieurement de tenir le coup. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'être faible. Elle ne se battait pas seulement pour de l'argent. Elle se battait pour sa dignité. Le 10 avril s'avéra froid et maussade. Une fine pluie crépitait contre le rebord de la fenêtre, comme si elle battait un rythme anxieux en phase avec le cœur de Clara. Elle se tenait devant le miroir, boutonnant un chemisier gris strict. Aujourd'hui exigeait une concentration maximale et une apparence professionnelle. Pas d'émotion, seulement un calcul froid. C'est exactement ce que Sarah lui avait demandé. Tu ne vas pas à un conseil de famille. Tu vas sur un champ de bataille, et tu dois avoir l'air de la situation, lui avait dit sa sœur la veille. Clara appliqua un léger maquillage pour cacher les cernes sous ses yeux dus à la nuit blanche. Elle attacha ses cheveux en un chignon serré. Dans le miroir, une femme inconnue la regardait, résolue, stricte, avec une lueur froide dans ses yeux gris. Le couloir du palais de justice de Pittsburgh était bondé et étouffant. Ça sentait la peinture institutionnelle, le papier poussiéreux et l'anxiété humaine. Clara trouva la bonne salle d'audience. Sarah l'attendait déjà, parcourant des documents dans son dossier. « Prête ?» demanda-t-elle en levant les yeux. « Pas sûr », admit honnêtement Clara. « Mes mains tremblent. »« C'est normal. Souviens-toi juste de notre plan. Ne parle que lorsque le juge s'adresse à toi. Sois brève, concise, sans émotion. Ne réagis pas à leurs provocations. Ignore toutes les attaques dirigées contre toi. » Compris. Clara hocha la tête. La porte de la salle d'audience s'ouvrit et l'huissier sortit. L'affaire Sterling contre Sterling concernant le partage des biens acquis en commun et le recouvrement d'une pension alimentaire. Les parties sont priées d'entrer. Clara entra. À droite, derrière la table du demandeur, Ethan et son avocat, Arthur Vance, étaient déjà assis, mais l'attention de Clara ne fut pas attirée par Ethan. À côté d'eux, assise dans un fauteuil roulant, se trouvait Eleanor Sterling. Elle était vêtue entièrement de noir, un châle gris drapé sur ses épaules. Son visage portait une expression de profonde souffrance. Le spectacle a commencé, pensa Clara en s'asseyant sur le banc à côté de Sarah. Elle sentit la nausée lui monter à la gorge face à ce spectacle cynique. Le juge ouvrit l'audience et lut les droits et obligations des parties. Puis la parole fut donnée à l'avocat d'Ethan. Arthur Vance parla longuement et avec pathos. Il décrivit combien il était difficile pour son client de vivre avec une épouse si sans cœur et mercantile. Comment elle ne se souciait que de sa carrière et de l'argent, ne se souciant pas du tout de la famille. Et puis il passa au point principal, la tragédie d'Eleanor Sterling. « Votre honneur », proclama l'avocat en désignant la belle-mère.
devant vous se trouve une femme qui a consacré toute sa vie à son fils. Elle l'a élevé, l'a envoyé à l'université, et a toujours été son pilier. Et lorsque son fils unique s'est marié, elle a accepté sa choisie comme sa propre fille. Il fit une pause dramatique. Eleanor lui a ouvert son cœur, a partagé son dernier morceau de pain, mais n'a reçu en retour que de l'ingratitude noire. Clara était assise, le visage de pierre, regardant droit devant elle. Elle sentait les regards compatissants des gens dans la galerie sur elle. Pendant le mariage, mon client et son épouse, poursuivit l'avocat, ont constamment fourni une aide financière à Eleanor. Ils lui ont acheté des provisions, des médicaments, ont payé ses factures et ont rénové son chalet dans les Poconos parce qu'ils comprenaient qu'une personne âgée et malade a besoin de soutien. Mais dès que l'intimé a décidé de détruire la famille, elle a immédiatement abandonné ses obligations. Elle a abandonné une femme faible et malade au gré du sort. À ce moment, Eleanor gémit théâtralement et s'essuya les yeux avec un mouchoir. Ethan se pencha vers elle et lui chuchota quelque chose à l'oreille, la réconfortant. La santé d'Eleanor Sterling, minée par le stress constant et l'inquiétude face à l'effondrement de la famille de son fils, s'est fortement détériorée, continua l'avocat sans relâche. Voici les dossiers médicaux. Il plaça un dossier volumineux sur le banc du juge. Elle souffre d'hypertension, de cardiopathie ischémique, d'arthrose. Elle peut à peine se déplacer de manière autonome. Elle nécessite des soins constants et un traitement médical coûteux. Et ses chèques de sécurité sociale sont maigres. Par conséquent, nous demandons au tribunal, sur la base des principes d'humanité, d'équité et de la loi de l'État de Pennsylvanie, d'ordonner à l'ex-épouse, Clara Sterling, de verser une pension alimentaire pour l'entretien de la nécessiteuse et handicapée Eleanor Sterling d'un montant de $2500 par mois. Quand il eut fini, le silence plana dans la salle d'audience. Le juge feuilleta silencieusement les certificats médicaux. Clara sentit une sueur froide couler dans son dos. Leur présentation était très convaincante. « Intimé, avez-vous quelque chose à dire ?» demanda finalement le juge sans lever les yeux des papiers. Clara voulait se lever d'un bond et crier que tout était un mensonge, que sa belle-mère était une simulatrice et son fils un salaud. Mais elle croisa le regard sévère de Sarah et se retint. « Votre honneur » se leva Sarah à sa place. « Nous sommes catégoriquement en désaccord avec la poursuite concernant le recouvrement de la pension alimentaire et nous sommes prêts à présenter nos objections. » Sarah parla clairement, avec assurance, citant les lois et la jurisprudence. Elle expliqua que la compte initiale pour l'appartement avait été versée à partir des fonds d'héritage personnel de sa cliente. Elle expliqua que l'aide financière à la mère du demandeur n'avait pas été fournie à partir du budget matrimonial commun, mais des fonds personnels du demandeur lui-même, ce qui était corroboré par les relevés bancaires. Quant à l'invalidité et aux besoins financiers d'Eleanor Sterling, poursuivit Sarah, les documents médicaux soumis par le demandeur soulèvent de sérieux doutes pour nous. La plupart sont des notes de cliniques privées qui décrivent des affections chroniques typiques pour son groupe d'âge, mais ils ne confirment pas un état d'invalidité totale. De plus, nous avons des raisons de croire qu'Eleanor Sterling induit intentionnellement le tribunal en erreur concernant son état de santé. À ces mots, Eleanor gémit à nouveau bruyamment, et sa tête tomba mollement sur l'épaule d'Ethan. Il se leva d'un bond. « Votre honneur, je m'oppose » cria-t-il. « Ils insultent ma mère malade. » « Asseyez-vous, demandeur, » dit le juge d'un ton sec. « Sinon, je vous ferai expulser de la salle d'audience. » Continuez, conseillère. Nous demandons la désignation d'un examen médical indépendant ordonné par le tribunal pour établir l'état de santé réel d'Eleanor Sterling et son degré d'invalidité, conclut Sarah. L'avocat d'Ethan se leva immédiatement, s'y opposant. Il argua que c'était humiliant pour une femme âgée, que cela retarderait le procès. Mais le juge, après l'avoir écouté, rendit une décision. La requête de la défense est acceptée. Un examen médical indépendant sera programmé avec un médecin désigné par l'État. L'audience est ajournée jusqu'à la réception des résultats. En sortant de la salle d'audience, Clara ressentit un immense soulagement. La première manche était pour eux. Ethan et son avocat semblaient confus, et Eleanor, qu'Ethan poussait hors de la salle, lança un regard de haine pure et non dissimulé à Clara. Pas mal pour un début, dit Sarah quand elles furent seules dans le couloir. Le juge semble raisonnable, elle n'est pas tombée dans le panneau de leurs larmes. Mais que se passera-t-il à l'examen médical, demanda Clara. Pourrait-il soudoyer ou s'arranger avec les médecins d'une commission désignée par l'État? Très peu probable.
Ce sont des professionnels sérieux. Ils procéderont à un examen complet et donneront une conclusion objective. Et si ta belle-mère simule effectivement, cela se saura. Et si ce n'est pas le cas, si elle va vraiment si mal, alors nous élaborerons une nouvelle stratégie, mais quelque chose me dit que nous n'en arriverons pas là. Sarah sourit légèrement. J'ai un autre atout dans ma manche. Elles convinrent de se retrouver le soir pour discuter des actions à venir. Clara se rendit au bureau, se sentant pressée comme un citron, mais avec l'espoir fleurissant dans son âme. Peut-être que la justice existait vraiment. Elle ne savait pas encore que ses adversaires n'abandonneraient pas si facilement et que leur prochain coup serait encore plus lâche et inattendu. Après la première audience, une accalmie s'installa. Clara se plongea dans son travail, essayant de ne pas penser à l'examen médical à venir et à la prochaine manche du combat. Sarah la rassura, disant que le processus de planification et de réalisation de l'examen médical indépendant prendrait au moins un mois, donc elle avait le temps de se remettre. La vie reprit lentement son cours normal. Elle termina de redécorer sa chambre, qui devint désormais son sanctuaire douillet. Le soir, elle lisait, regardait des films, ou écoutait simplement de la musique, profitant de la paix et de la solitude. Elle commença à réaliser qu'être seule n'était pas si effrayant après tout. Au contraire, cela avait ses avantages. Elle n'avait besoin de s'adapter à personne, n'avait pas besoin de faire de compromis. Elle était sa propre patronne. Mais cette accalmie était trompeuse. Une semaine après la date du tribunal, des choses étranges commencèrent à se produire. D'abord, quelqu'un a crevé les 4 pneus de sa voiture garée sur le parking devant son appartement. Il n'y avait aucune preuve directe, mais Clara était certaine que c'était l'œuvre d'Ethan ou de sa mère. Ensuite, elle commença à recevoir des appels téléphoniques menaçants de numéros inconnus. Une voix masculine lui conseillait de se ressaisir et de ne pas pousser les choses à l'extrême. Elle déposa une plainte à la police, mais ils se contentèrent de lever les bras au ciel. Que voulez-vous? Prouver qui a appelé est pratiquement impossible. Changez simplement de numéro. C'est ce qu'elle fit. Mais le plus désagréable était autre chose. Soudain, des problèmes commencèrent au travail. Son chef de service, qui l'avait toujours traité avec respect, commença à lui chercher des noises pour des broutilles, la réprimandant devant ses collègues et réduisant sa prime trimestrielle. Clara ne comprenait pas quel était le problème. Elle travaillait aussi assidûment et professionnellement que toujours. La réponse arriva de manière inattendue. Une de ses collègues, avec qui Clara était amie, la prit à part pendant leur pause déjeuner. « Clara, j'ai surpris une conversation », commença-t-elle en regardant autour d'elle. « Bref, ton ex-mari connaît apparemment la femme de notre patron. Ils auraient été dans le même lycée. » Et alors? Clara ne comprenait pas. « Eh bien, la rumeur dit qu'il lui a raconté toutes sortes de mensonges méchants sur toi, que tu l'as dépouillé, mis à la porte de l'appartement et que maintenant tu traînes sa mère mourante devant les tribunaux et elle, naturellement, a tout rapporté à notre patron. C'est pour ça qu'il s'acharne soudainement sur toi. » Clara était sous le choc. Alors ils avaient décidé d'agir de cette façon. Si ça ne marchait pas au tribunal, il détruirait sa vie par d'autres moyens, ruinant sa réputation, créant des problèmes à son travail. C'était civil, si parfaitement leur style. « Merci de me l'avoir dit », remercia-t-elle sa collègue. Ce soir-là, elle appela Sarah et lui raconta tout. « Des salauds », résuma brièvement sa sœur. « Ce qui prouve ce que je disais. Ils ne reculeront devant rien. » « Que dois-je faire? Démissionner? » « Absolument pas », s'exclama Sarah. « C'est exactement ce qu'ils veulent. Que tu te retrouves sans travail, sans argent, et alors tu devras accepter leurs conditions. Tiens bon et j'ai une idée. » Le lendemain, Sarah la rappela. « J'ai une idée, dit-elle mystérieusement. C'est cher, mais je pense que ça en vaudra la peine. Nous avons besoin d'un détective privé. » « Un quoi? » Clara crut avoir mal entendu. « Un détective privé? Qui mettra ta belle-mère sous surveillance 24h24 et enregistrera chacun de ses pas. Où elle va, qui elle rencontre, ce qu'elle fait. Nous avons besoin de preuves irréfutables de sa capacité physique. Des photos et des vidéos. Sarah, c'est une somme énorme. Je n'ai pas ces fonds, protesta Clara. Moi si, sa sœur fut catégorique. Considère ça comme mon investissement dans ta liberté. Plus tard,
quand nous gagnerons le procès et que nous récupérons tous les frais de justice, tu me rembourseras. J'ai déjà trouvé le bon gars, un ancien flic, notre genre de type, fiable et invisible. Clara hésita. Tout cela ressemblait à un film d'espionnage, pas à sa réalité. Mais elle comprit que sa sœur avait raison. Contre des gens comme sa belle-mère, il fallait combattre le feu par le feu. D'accord, accepta-t-elle. Faisons-le. Le détective, un homme d'âge moyen à l'apparence discrète nommé Vince, les rencontra dans un café tranquille en périphérie de la ville. Il écouta attentivement l'histoire de Clara, regarda les photos d'Eleanor Sterling, et posa quelques questions de clarification. L'objectif est clair, dit-il en mettant les photos dans sa poche. Le sujet est intéressant. Aime les effets dramatiques. Nous nous mettons au travail. Je vous enverrai un rapport par email chaque soir. Les premiers jours, les rapports de Vince étaient plutôt ennuyeux. Eleanor se comportait comme une invalide modèle. Elle ne sortait de la maison qu'accompagnée d'Ethan, boitillant lentement et s'appuyant lourdement sur son bras. Ils vont chez les médecins, à la pharmacie, s'assoient sur un banc dans la cour, construisant son alibi pour l'examen médical, commenta Sarah. Mais le 4e jour, quelque chose d'intéressant apparut dans le rapport. À 13h, le sujet, accompagné de son fils, est arrivé au centre commercial Ross Park. Le fils a laissé le sujet dans un café au 1er étage pendant qu'il faisait des courses. Le sujet a commandé un café et une pâtisserie. 15 minutes plus tard, s'assurant que son fils était parti, le sujet s'est levé de table de lui-même, s'est rendu aux toilettes sans effort visible, et revenu 5 minutes plus tard. Sa démarche était régulière et assurée. Elle a ensuite sorti son téléphone et a parlé à quelqu'un pendant un long moment, gesticulant activement. Quand son fils est revenu, le sujet a immédiatement repris une pose de souffrance extrême. Le rapport comprenait des photographies prises avec une caméra cachée. Elle montrait clairement Eleanor marchant d'un pas vif dans le couloir du centre commercial. La base est posée, dit Sarah en examinant les photos. Elle fait déjà des erreurs. Et une semaine plus tard, Vince livra un vrai cadeau. Le samedi matin, Eleanor monta seule dans un Uber et se rendit au chalet dans les Poconos. Le détective la suivit. La propriété était un petit terrain bien entretenu avec un chalet. Et là, elle était, scie à la main, en train de tailler les branches mortes d'un pommier. Et pour couronner le tout, elle grimpa sur un escabeau pour réparer les bardeaux du toit du hangar. C'est tout simplement incroyable, souffla Clara en regardant les photos. Ça s'appelle de la fraude, clarifia Sarah. Et maintenant, nous avons toutes les preuves. Elle appela immédiatement un collègue spécialisé en droit pénal et le consulta. Il confirma qu'avec de tels matériaux, non seulement il gagnerait le procès pour la pension alimentaire, mais il pourrait aussi intenter une contre-poursuite pour tentative de fraude et demander des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle. Nous n'allons pas nous précipiter pour l'instant, décida Sarah. Laissons-la passer son examen médical d'état et nous garderons notre surprise pour l'audience finale. Ce sera spectaculaire. Clara était d'accord. Elle sentait une confiance croissante en elle. Elle n'était plus une victime. Elle était une joueuse détenant tous les atouts. Pendant ce temps, les problèmes au travail continuaient. Son patron ne la lâchait pas. Il la chargeait de tâches supplémentaires et la forçait à rester tard le soir. Clara endurait, en serrant les dents. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi maintenant. Mais un jour, sa coupe de patience déborda. Le patron l'appela dans son bureau et la sermonna pour une faute de frappe mineure dans un rapport qui aurait pu être facilement corrigé. Il lui cria dessus, l'accusa d'incompétence et la menaça de licenciement. « Monsieur Peterson, » dit calmement Clara quand il fut à bout de souffle. « Je comprends que vous avez reçu certaines informations sur moi de l'ami de votre femme, mon ex-mari. » Le patron fut décontenancé par une telle franchise. « Quoi ? Quelles informations ? » Les informations qui vous poussent à me traiter avec un préjudice extrême depuis quelques semaines. Mais je tiens à vous avertir. Si ce harcèlement ne cesse pas immédiatement, je serai obligé de déposer une plainte auprès des ressources humaines et du ministère du Travail et d'intenter une action en justice pour création d'un environnement de travail hostile et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Et croyez-moi, j'ai la force et les ressources juridiques pour le faire. Elle parla avec une telle confiance glaciale que son patron en resta sans voix. Il était habitué à ce que ses subordonnés le craignent et supportent silencieusement ses critiques.
Je ne comprends pas de quoi vous parlez, balbutia Théil. Vous comprenez parfaitement. Clara se leva. J'espère que nous nous comprenons. Elle sortit du bureau, laissant son directeur dans un désarroi total. Elle ne s'était pas attendue à une telle bravoure de sa part, mais quelque chose avait changé en elle au cours des derniers mois. Elle avait appris à se défendre, et elle aimait ça. La pression au travail cessa en effet après cette conversation. Son patron devint ostensiblement poli et ne la critiqua plus. Clara réalisa que le vrai pouvoir résidait dans la confiance et la volonté de défendre ses droits. Et une semaine plus tard, les résultats de l'examen médical indépendant arrivèrent. Les médecins ne trouvèrent aucune condition chez Eleanor Sterling qui l'empêcherait de travailler ou de fonctionner normalement. Des changements liés à l'âge furent notés, mais dans l'ensemble, elle fut jugée tout à fait capable physiquement. « Eh bien, maintenant il est temps de contre-attaquer », dit Sarah quand Clara partagea la nouvelle. « Il est temps de leur montrer que le jeu est terminé. » Le jour de la deuxième audience était tout le contraire du premier. Un soleil éclatant de mai inondait les rues de Pittsburgh. Les arbres s'étaient parés d'un feuillage frais, et l'air lui-même semblait rempli de l'attente de quelque chose de bon. Clara se rendit au palais de justice avec un sentiment de calme inhabituel. L'anxiété était toujours là, bien sûr, mais elle était différente. Non pas la peur paniquée d'une victime, mais l'excitation d'un combattant avant une bataille décisive. Assise sur le siège passager à côté d'elle, Sarah examinait attentivement les papiers de son dossier. Dans ses mains se trouvait le ratoumètre, le rapport du détective privé contenant les photographies et les enregistrements vidéo. Elle arrivait en avance. L'avocat d'Ethan, Arthur Vance, arpentait déjà le couloir. Voyant Clara et Sarah, il sourit amèrement et s'approcha d'elle. « Clara, Sarah, bonjour. » Son ton était ostensiblement poli. « J'aimerais discuter d'un point avec vous avant le début de l'audience. »« Nous vous écoutons, » répondit froidement Sarah. « Nous avons reçu le rapport du médecin légiste, » soupira l'avocat. « Malheureusement, les médecins désignés par l'État ne sont pas toujours entièrement objectifs, mais nous ne contesterons pas leurs conclusions. »« Très sage de votre part, » nota Sarah. « Cependant, poursuivit Arthur Vance, Eleanor reste une femme âgée et nécessiteuse, et mon client Ethan est prêt à un compromis. Il propose de retirer la poursuite pour pension alimentaire en échange de, il fit une pause. Votre part de l'appartement. Clara et Sarah échangèrent un regard. Donc, clarifia Sarah, vous proposez que ma cliente renonce à sa moitié de la propriété pour laquelle elle a, soit dit en passant, payé 40% de la compte, en échange du retrait de votre poursuite garantie perdante? Et j'ajouterais, frauduleuse. Maintenant, pourquoi sauter directement à frauduleuse, s'offusqua l'avocat. C'est une offre très avantageuse. Vous n'aurez pas à diviser la propriété, à la vendre, ou à prolonger le litige. Vous signez simplement votre part et commencez une nouvelle vie avec une ardoise propre pendant qu'Ethan s'occupe de l'hypothèque et prend soin de sa mère. Clara ne put se retenir et éclata de rire, fort et sincère. L'avocat la regarda, choqué. Ah, dit-elle en se remettant de son rire. Dites à votre client qu'il peut faire une offre aussi avantageuse à quelqu'un d'autre, par exemple, sa nouvelle petite amie. Mais cette conversation est terminée. Sarah prit sa sœur par le bras. On se voit au tribunal. Ethan et Eleanor apparurent 5 minutes avant le début de l'audience. La belle-mère était de retour dans son fauteuil roulant, mais cette fois son apparence était encore plus pathétique. Elle était enveloppée dans un châle sombre. Son visage était d'une couleur cendrée avec des cernes violet foncé sous les yeux. Elle respirait lourdement et pressait fréquemment sur ses tempes un mouchoir imbibé de quelque chose. Ethan la poussa avec une expression si douloureuse, c'était comme s'il emmenait sa mère à la guillotine. Il lança à Clara un bref regard haineux. Des acteurs d'un théâtre en faillite, pensa Clara en essayant de garder une expression impassible. L'audience commença. Le juge lut les résultats de l'examen médical indépendant. Selon les conclusions de la commission médicale, la citoyenne Eleanor Sterling ne présente aucune maladie qui entraînerait une perte totale ou partielle de sa capacité physique. Les affections chroniques existantes correspondent aux normes de l'âge et ne l'empêchent pas d'accomplir des tâches physiques ou professionnelles. Ainsi, le tribunal ne trouve aucun motif pour déclarer la mère du demandeur invalide. Le visage de l'avocat d'Ethan s'allongea. Eleanor haleta bruyamment et se serra le cœur. « Votre honneur. » Arthur Vance se leva immédiatement. « Nous acceptons la conclusion de la commission médicale.
Cependant, c'est une approche clinique. Les médecins n'ont pas tenu compte de l'état moral de la mère de mon client, de sa souffrance émotionnelle. La souffrance émotionnelle ne constitue pas un motif légal ici, le coupa sèchement le juge. Nous nous en tenons aux faits. Demandeur, avez-vous d'autres preuves de la nécessité de recouvrer une pension alimentaire? Oui, votre honneur. L'avocat était visiblement nerveux. Nous avons un témoin. La porte de la salle d'audience s'ouvrit et une voisine de l'immeuble d'Eleanor entra. Une femme grassouillette dans une robe à fleurs vives. Elle jura sur tous les saints qu'elle avait vu de ses propres yeux à quel point la vie était difficile pour la pauvre Eleanor, comment elle peinait à sortir de la maison, combien de fois les ambulances venaient à sa porte. Elle peut à peine marcher, la pauvre chérie, se lamenta la voisine en essuyant une larme inexistante. Son fils la porte pratiquement dans ses bras. Tandis que cette belle fille les a abandonnés, ne passe même pas les voir ou les aider. Clara écouta ce mensonge et fut stupéfaite par l'audace humaine. Cette voisine avait emprunté de l'argent à Eleanor à plusieurs reprises et remboursé manifestement ses dettes de cette manière. Quand elle eut fini, Sarah ne lui posa qu'une seule question. « Dites-moi, s'il vous plaît, quand avez-vous vu Eleanor marcher normalement pour la dernière fois ?»« Oh, je la vois tout le temps, » répondit-elle avec assurance. « Attendez, non, elle ne quitte presque jamais son appartement. »« Merci. Je n'ai plus de questions. » Sarah s'assit. « Demandeur, est-ce tout ?» demanda le juge. « Oui, votre honneur. Nous pensons que malgré l'évaluation médicale, il est du devoir moral de l'intimé d'aider la mère de son mari. » Très bien. La parole est à la défense. Sarah se leva. Dans ses mains se trouvait un mince dossier. « Votre honneur, » commença-t-elle d'une voix calme et égale. « Nous n'allons pas épuiser le tribunal avec de longs discours. Nous souhaitons simplement soumettre quelques pièces à conviction qui, nous le croyons, aideront à établir la vérité et à évaluer le caractère moral et la souffrance émotionnelle de la partie demanderesse. » Elle s'approcha du banc du juge et posa le dossier devant elle. « Je demande à ce que soit admis en preuve le rapport d'une agence d'enquête privée agréée concernant la surveillance de la citoyenne, Eleanor Sterling, pendant la période du 20 au 30 mai de cette année. » L'avocat d'Ethan bondit. « Objection. C'est illégal. C'est une violation de la vie privée. » « Asseyez-vous, » ordonna le juge. « Le tribunal déterminera l'admissibilité après avoir examiné le matériel. » Elle ouvrit le dossier. Un silence tendu tomba sur la salle d'audience. Le seul son était le bruissement des pages. Le visage du juge resta impénétrable, mais Clara remarqua que les coins de ses lèvres se contractèrent légèrement vers le haut alors qu'elle examinait les photographies. Eleanor cessa de gémir et regarda anxieusement le juge. Ethan devint pâle. Ayant tourné la dernière page du dossier, le juge leva les yeux. Elle regarda d'abord l'avocat d'Ethan, puis Ethan lui-même, et enfin son regard froid et attentif se posa sur Eleanor, qui se recroquevilla dans son fauteuil roulant. « Eleanor, » prononça le juge, fort et clair pour que tout le monde dans la salle puisse entendre. « Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si cette danse en ligne entraînante lors de la fête d'anniversaire de votre ami, capturée en vidéo, fait partie de votre programme de rééducation physique recommandé par vos médecins ?» C'était un coup de massue. Un rire étouffé résonna dans la galerie. L'avocat d'Ethan s'effondra sur son siège, se couvrant le visage de ses mains. Ethan regarda sa mère avec horreur et perplexité, et Eleanor, le visage contorsionné. Ce n'était pas une grimace de douleur. C'était une grimace de rage absolue, d'humiliation et d'impuissance. Elle bondit soudain de son fauteuil roulant. « C'est tout de sa faute », cria-t-elle en pointant un doigt vers Clara. « C'est elle qui a tout manigancé. C'est une espionne. Elle me harcelait. » La salle d'audience haleta. La femme frêle et malade qui, il y a 5 minutes, ne pouvait pas bouger, se tenait maintenant fermement sur ses 2 pieds et agitait frénétiquement les bras. « Je vais vous poursuivre pour diffamation, pour violation de la vie privée. »« Madame Sterling, asseyez-vous et calmez-vous immédiatement, » dit le juge d'un ton sec. « Sinon, j'appellerai les huissiers. » Mais Eleanor n'était plus maîtresse d'elle-même. Une véritable crise l'avait submergée, non pas cardiaque, mais hystérique. Elle hurla d'une voix perçante et aiguë, attrapa une carafe d'eau en verre sur la table du demandeur et la lança vers Clara. La carafe percuta le mur juste à côté de la tête de Clara et se brisa en 1000 morceaux. « Huissier » cria le juge.
Expulsez-la de la salle d'audience. Deux officiers de sécurité du tribunal, costauds, saisirent instantanément la belle-mère enragée par les bras et la traînèrent vers la sortie. Elle se débattit, hurlant des injures à l'encontre de Clara et du juge. Ethan était assis là, paralysé par l'horreur, regardant la scène avec des yeux écarquillés. La pièce était terminée. Salut final. Quand la porte se referma derrière les huissiers et Eleanor hurlante, un silence assourdissant régna dans la salle d'audience. On aurait dit que l'air lui-même s'était figé, saturé de tension et du scandale qui venait d'éclater. La juge Evans, imperturbable, prit une note dans ses papiers, puis jeta un regard lourd sur Ethan, qui était toujours assis là, fixant d'un air absent la porte vide. Son avocat, Arthur Vance, avait l'air d'avoir avalé un citron entier. Il feuilletait fébrilement ses papiers, évitant le contact visuel avec quiconque. Clara se sentit dégoûtée par la profondeur de la bassesse à laquelle ces gens s'étaient abaissés. Alors, rompit le silence la juge, sa voix égale et froide. L'audience se poursuit. Demandeur, s'adressa-t-elle à Ethan. Votre mère a quitté la salle d'audience en raison de, disons, un comportement inapproprié. Continuerez-vous à représenter cette requête, ou avons-nous besoin d'une suspension? Ethan sursauta comme s'il sortait d'une transe. Il leva un regard confus et effrayé vers le juge. Je ne sais pas, balbutia-t-il. Je conseillerais vivement une suspension, votre honneur, intervint rapidement son avocat en se levant. Mon client a besoin d'un moment pour se ressaisir après l'explosion émotionnelle de sa mère. Le juge hocha la tête. Très bien. Une suspension de 15 minutes. Ethan se leva en chancelant et sortit de la salle d'audience. Son avocat le suivit. Eh bien, petite sœur. Sarah se tourna vers Clara et lui serra la main pour l'encourager. Comment as-tu aimé la performance? Je trouve que le final était spectaculaire. Tout en moi tremble encore, admit Clara. Je ne pensais pas qu'elle était capable de quelque chose comme ça. Moi si, se moqua Sarah. Les gens acculés sont capables de beaucoup, surtout des gens comme elle qui sont habitués à ce que tout se passe toujours selon leur scénario. Et là, un échec public humiliant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant nous gagnons. Il retirera la poursuite pour pension alimentaire ou le tribunal la rejettera avec préjudice et notera une tentative de tromper le tribunal. Et ça sent la plainte pour fraude. Je pense que son avocat lui explique ça très clairement en ce moment. Elles sortirent dans le couloir. Ethan et son avocat n'étaient nulle part en vue. À la place, la même voisine témoin attendait déjà près des portes de la salle d'audience. Voyant Clara, elle courut vers elle. Oh, ma chérie, pardonne-moi. Une vieille folle méchante, se lamenta-t-elle en essayant de saisir la main de Clara. C'est le diable qui m'a poussé. Eleanor, cette vipère, m'a supplié de jouer le jeu. M'a dit qu'elle effacerait l'argent que je lui devais et moi, comme une idiote, je l'ai cru. Clara se recula avec dégoût. Éloignez-vous de moi, s'il vous plaît. Ne sois pas fâchée, ma chère. Je ne savais pas qu'elle était une telle actrice. Je vais retourner là-dedans et dire au tribunal exactement comment ça s'est passé. Je leur dirai qu'elle m'a monté le coup. Ce ne sera pas nécessaire, intervint Sarah. Vous avez déjà témoigné sous serment. Et le parjure, soit dit en passant, est passible de sanctions pénales. Alors rentrez chez vous et priez pour que nous ne portions pas plainte contre vous. La voisine octa de peur, se signa et s'empressa de partir. C'est toujours comme ça, soupira Sarah. Dès que le navire commence à couler, les rats sont les premiers à fuir. 15 minutes plus tard, l'audience reprit. Ethan et son avocat revinrent. Ethan était pâle et avait l'air complètement anéanti. Il ne leva pas les yeux. Votre honneur, se leva Arthur Vance. Sa voix semblait épuisée et soumise. Nous retirons nos demandes concernant le recouvrement d'une pension alimentaire pour l'entretien d'Eleanor Sterling. Le juge hocha la tête comme s'il s'y attendait. La demande dans cette partie est rejetée. Quant au partage des biens, nous sommes prêts à conclure un accord de règlement aux conditions proposées par la partie intimée, dit l'avocat. Intimée, êtes-vous d'accord, demanda le juge à Clara. Sarah chuchota rapidement quelque chose à l'oreille de sa sœur. Clara hocha la tête. Oui, votre honneur, dit-elle. Mais avec un ajout.
Nous exigeons le remboursement de toutes les dépenses engagées pour le détective privé et le paiement des honoraires de mon avocate. L'avocat d'Ethan allait s'y opposer, mais Ethan lui tira la manche et chuchota quelque chose. Nous sommes d'accord, dit Vance après une pause. Et c'est là que tout s'est terminé. Le juge approuva l'accord de règlement. Clara sortit du palais de justice avec un sentiment de vide incroyable. La victoire pour laquelle elle s'était si durement battue n'apportait aucune joie, seulement de l'amertume et de la fatigue. Elle était dégoûtée par tout ce qui s'était passé, par les mensonges, la lâcheté, les humiliations. Elle voulait juste que tout soit fini et oublié comme un mauvais rêve. « Allons chez moi », suggéra Sarah. « Nous allons célébrer la victoire. »« Je n'ai pas envie. » Clara secoua la tête. « Je veux rentrer chez moi pour être seule. »« Comme tu voudras. » Sa sœur la serra dans ses bras. « Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Tu as été formidable. Tu as tenu bon. » Clara prit un Uber et rentra chez elle. La pluie avait cessé et le soleil perçait à travers les nuages. La ville avait l'air fraîche et lavée après la pluie, mais Clara ne le remarqua pas. Elle regardait par la fenêtre mais ne voyait que le visage de sa belle-mère contorsionné par la rage et les yeux confus et effrayés d'Ethan. Elle n'avait pas pitié d'eux. Non, elle ressentait plutôt une sorte de pitié dédaigneuse, comme pour des insectes pris dans un bocal. Ils s'étaient piégés eux-mêmes. À la maison, la première chose qu'elle fit fut de prendre une douche, comme si elle essayait de se laver de toute la saleté de la journée. Puis elle se prépara un thé à la menthe fort, s'enveloppa dans une couverture et s'assit dans un fauteuil près de la fenêtre. Son téléphone, qu'elle avait éteint avant le tribunal, explosait d'appels manqués. La plupart venaient d'Ethan. Il y avait aussi plusieurs messages textes. « Clara, je suis désolé. J'ai eu tort. Parlons. Je ne savais pas que ma mère était capable de ça. » Elle lut ces messages sans aucune émotion. Ça n'avait plus d'importance. C'était trop tard. Elle resta assise ainsi pendant plusieurs heures, regardant la ligne d'horizon de la ville et pensant à sa vie. Et maintenant ? Le divorce n'était plus qu'une formalité. Une nouvelle vie. C'est ce qui l'effrayait et l'attirait simultanément. Elle était seule pour la première fois en 9 ans. Vraiment seule, sans Ethan, sans sa mère, sans leurs problèmes éternels et leurs manipulations. Et c'était effrayant. Mais avec la peur, elle ressentait autre chose. L'anticipation de la liberté. Elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Partir en vacances dont elle rêvait depuis si longtemps. Redécorer l'appartement à son goût, s'inscrire à des cours d'espagnol, commencer une vie complètement nouvelle. Quand il fit nuit dehors, l'interphone sonna. « Qui est-ce » demanda-t-elle sans décrocher le combiné. « Clara, c'est moi, Ethan. S'il te plaît, ouvre la porte. Nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Va-t'en. Je ne partirai pas tant que tu n'ouvriras pas. Je vais m'asseoir ici devant ta porte toute la nuit. » Clara soupira. Elle savait qu'il ne partirait pas. Il s'assiérait là et jouerait sur sa pitié. Elle s'approcha de la porte et regarda par le Judas. Il était en effet accroupi près de sa porte, courbé et l'air pathétique. Elle hésita un instant, mais se souvint de son visage au tribunal, de ses regards de reproche, de sa volonté de jouer le jeu de sa mère dans ses mensonges, et l'hésitation disparut. Elle retourna dans le salon, prit son téléphone et composa un numéro. « Allô, la police ? Je voudrais signaler une personne suspecte qui rôde devant ma porte et refuse de partir. » 10 minutes plus tard, elle entendit du bruit dans le couloir, des voix strictes, les excuses confuses d'Ethan, puis tout redevint calme. Il était parti. Clara se rassit dans le fauteuil. Elle savait qu'elle avait agi durement, mais elle savait aussi qu'il était nécessaire de briser ce cercle vicieux. Elle devait agir de manière décisive, sans pitié ni sentimentalité. Elle prit une autre gorgée de thé froid. Devant elle s'ouvrait une nouvelle vie inconnue, et elle était prête. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec une sensation proche de la gueule de bois. Sa tête était lourde, son corps cotonneux, et le goût de l'amertume de la veille persistait dans sa bouche. La tension émotionnelle des derniers mois, qui avait atteint son paroxysme au tribunal, s'était enfin relâchée, laissant derrière elle un vide retentissant. Elle erra dans l'appartement, son appartement, et ne le reconnut pas. Tout semblait étranger,
comme si elle était tombée sur le plateau d'un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Voici le fauteuil où Ethan aimait s'asseoir, parcourant les actualités sportives. Voici l'étagère avec sa collection de voitures miniatures qu'il n'avait jamais pris la peine de récupérer. Voici les photos sur le mur. Ils étaient à la plage, heureux, bronzés, s'enlaçant sur fond de coucher de soleil. Elle s'approcha de la photographie et la décrocha du mur. Elle regarda longuement les visages souriants, essayant de se remémorer ce sentiment de bonheur serein, mais elle n'y parvint pas. La mémoire lui glissa obligeamment d'autres images. Les reproches humiliants de sa belle-mère. Le silence lâche de son mari. Le cirque mensonger au tribunal. Elle fourra la photo dans un tiroir de commode. Loin des yeux, loin du cœur. Ou du moins, elle pouvait essayer. Elle comprit qu'il ne serait pas facile de se débarrasser du passé. On ne peut pas effacer 9 ans de vie d'une seule décision de justice. Mais elle comprit aussi qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les ponts avaient été brûlés. Elle passa toute la journée à détruire systématiquement les traces de la présence d'Ethan dans sa vie. Elle emballa ses voitures miniatures dans une boîte, rangea ses livres et ses DVD, jeta sa brosse à dents, son vieux peignoir, ses pantoufles. Chaque objet jeté était un petit pas vers la libération. Le soir, l'appartement s'était transformé. Il était devenu plus spacieux, plus lumineux, plus féminin, et il était plus facile d'y respirer. Sarah appela ce soir-là. « Eh bien, soldat, tu te remets un peu. »« J'essaie, » répondit Clara. « J'ai fait une révolution à la maison. Purge du passé. »« Bien. Il était temps. Écoute, j'ai des nouvelles pour toi. Je ne sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises. Dis-moi juste. Arthur Vance m'a appelé. Ils veulent se rencontrer pour discuter de la finalisation du règlement des biens. Ils sont prêts à tout faire tant que tu n'intentes pas une contre-poursuite pour fraude. Je comptais le faire, s'étonna Clara. Et pourquoi pas? Des notes d'acier résonnèrent dans la voix de sa sœur. Ils ont essayé de te voler, de t'humilier. Ils doivent payer pour cette détresse émotionnelle, les frais de justice, les dommages et intérêts punitifs. On peut leur présenter une facture telle qu'ils devront vendre leur chalet des Poconos juste pour la payer. Clara y réfléchit. Une partie de son âme avait soif de vengeance. Elle voulait les punir, leur faire ressentir la même douleur et la même humiliation qu'elle. Mais une autre partie, plus sage et plus épuisée, disait que cela ne changerait rien. Je ne veux pas, dit-elle finalement. Je ne veux plus avoir affaire à eux. Je ne veux plus les voir ni les entendre. Je veux juste récupérer ma moitié de l'argent de la voiture comme convenu et les oublier pour toujours. Tu es sûr? Sarah était clairement déçue. Nous avons toutes les chances de les écraser. J'en suis sûr. J'en ai assez de la guerre, Sarah. Je veux la paix. Sarah garda le silence un instant, puis soupira. Très bien, c'est toi le patron. Je rédigerai l'accord final selon nos conditions et qu'ils essaient juste de ne pas être d'accord. Après la conversation avec sa sœur, Clara sentit qu'elle avait pris la bonne décision. La vengeance était pour les faibles et elle ne se sentait plus faible. Au contraire, elle sentait une force nouvelle, inconnue jusqu'alors, en elle. Une force qui lui permettait de laisser le passé derrière elle et de regarder l'avenir sans peur. Cette froide résolution, née des cendres du ressentiment et de la déception, était son principal trophée dans cette guerre. Elle réalisa qu'elle ne permettrait plus jamais à personne, ni un mari, ni une belle-mère, ni un patron, de la traiter comme un objet à utiliser et à jeter. Elle avait appris à dire non. Et ce simple mot s'avéra plus puissant que n'importe quelle arme. Clara consacra toute la semaine suivante à elle-même. Elle prit un congé sans solde, acheta un billet d'avion et s'envola pour Florence, une ville qu'elle avait toujours rêvé de visiter. Elle erra dans les rues anciennes, admira les cathédrales de la Renaissance, s'assit dans des cafés douillets en buvant des expressos, et écrivit dans son journal. Elle écrivit surtout ses sentiments, ses peurs, ses espoirs. À chaque page remplie, elle se sentait plus légère. C'était comme si elle disait sa vérité, se libérant du poids du passé. Un soir, assise au bord de l'Arno et regardant les lumières de la ville, elle prit une autre décision importante. Elle allait démissionner. Ce travail était lié à Ethan. Il travaillait dans des services adjacents et se croisait fréquemment. Elle ne voulait plus le voir. De plus,
elle sentait depuis longtemps qu'elle avait dépassé ce rôle, qu'elle s'ennuyait à rester assise devant des feuilles de calcul et des chiffres. Elle voulait quelque chose de différent, quelque chose de créatif et de vivant. Elle se souvint de sa passion de longue date, l'art floral. Elle avait toujours aimé travailler avec les fleurs, composer des bouquets et créer de la beauté. Peut-être devrait-elle essayer d'ouvrir sa propre petite boutique de fleurs. Cette pensée, qui semblait initialement folle, la captiva de plus en plus. Pourquoi pas? Elle aurait l'argent de la vente de sa part de la voiture d'Ethan, plus sa part de l'appartement s'il décidait de le vendre. Ce serait suffisant pour un démarrage. De retour de Florence, elle se sentit comme une personne différente, reposée, pleine d'énergie et de projets. Elle rédigea immédiatement sa lettre de démission. Son patron fut surpris mais n'essaya pas de la dissuader. Apparemment, il comprit que c'était inutile. Puis elle rencontra Sarah et un agent immobilier qu'elle connaissait. Ils discutèrent de la situation de l'appartement. « Vendre maintenant n'est pas rentable », dit l'agent immobilier. « Le marché stagne. Il vaut mieux attendre, mais vous pouvez le louer en attendant. » Clara y réfléchit et accepta. Elle ne voulait pas vivre dans l'appartement qu'elle avait partagé avec Ethan. Trop de souvenirs. Elle décida de louer un petit appartement confortable dans un autre quartier et de louer celui-ci. La signature de l'accord de règlement se déroula étonnamment sans heurts. Ethan avait l'air abattu. Il signa tous les papiers sans les lire et tendit à Clara un chèque de banque pour la voiture. « Clara, dit-il doucement en sortant du bureau du médiateur. S'il te plaît, ne poursuis pas ma mère. Elle traverse déjà une période assez difficile. Après l'audience, elle a vraiment eu une crise cardiaque. Elle est à l'hôpital maintenant. » Clara ne répondit rien. Elle ne savait pas si c'était vrai ou juste une autre manipulation et ça n'avait pas d'importance. Et aussi, ajouta-t-il, je pars. Où ça, lui échappa-t-il involontairement. Une autre ville. J'ai une offre d'emploi à Chicago. Je vais recommencer à zéro. Eh bien, bonne chance à toi. Il lui lança un long regard d'adieu. Sois heureuse, Clara. Tu le mérites. Il partit. Et cette fois, elle sut que c'était pour toujours. Ce soir-là, assise dans son appartement désormais définitivement à elle seule, Clara se sentit vraiment heureuse pour la première fois depuis longtemps. Non pas d'une joie turbulente et enthousiaste, mais du bonheur calme et profond d'une personne qui a traversé de dures épreuves et en est sortie victorieuse. Elle était libre, et c'était le plus important. Elle sortit son journal et écrivit sur la dernière page, « Aujourd'hui, mon ancienne vie s'est terminée et une nouvelle a commencé, et je crois qu'elle sera belle. » La prise de conscience qu'elle était désormais entièrement seule ne vint pas immédiatement. Les premiers jours après la rupture définitive avec Ethan, Clara se sentit euphorique. La liberté était enivrante, comme du champagne. Elle pouvait dormir jusqu'à midi le week-end, manger du yaourt pour le dîner, regarder des séries télévisées jusqu'au matin sans craindre que quelqu'un ne grogne à cause de la lumière laissée allumée. Mais l'euphorie passa, laissant place à une légère perplexité. Que devait-elle faire exactement de cette liberté? Le projet de la boutique de fleurs, qui semblait si brillant à Florence, s'avéra moins simple à y regarder de plus près. Elle avait besoin non seulement d'argent, mais aussi de connaissances, comment rédiger un business plan, où trouver des fournisseurs en gros, comment gérer la comptabilité. Clara réalisa qu'elle manquait de compétences entrepreneuriales de base. Elle s'assit dans sa cuisine, la même qui avait récemment été un champ de bataille, et parcourut les sites web proposant des cours pour les entrepreneurs débutants. Les prix étaient élevés. L'argent qu'Ethan lui avait versé pour la voiture et ses économies couvriraient à peine les frais de subsistance et le loyer du nouvel appartement qu'elle prévoyait de louer. La pensée de replonger dans un budget strict provoqua une vague de dépression. Elle venait juste de commencer à respirer profondément. Et puis une pensée lui traversa l'esprit. Pourquoi devait-elle déménager? Cet appartement était à elle. Oui, il contenait de nombreux souvenirs, mais elle pouvait tout changer, le refaire à son goût, et alors elle n'aurait pas à dépenser d'argent en loyer. Cette idée semblait être une bouée de sauvetage. Elle appela immédiatement Sarah. « Écoute, j'ai changé d'avis sur la location de l'appartement, lança-t-elle. Je reste ici et je fais une rénovation massive. » Une rénovation, s'étonna Sarah. Tout est pratiquement neuf là-dedans. Neuf, mais pas à moi. Ethan a tout choisi pendant que sa mère dictait.
Ces papiers peints beige, ces meubles encombrants. Je veux tout changer. Je veux que ce soit mon appartement, un reflet de moi, pas leur idée du confort. Eh bien, si tu veux, traîna Sarah. Mais c'est aussi une dépense. Je sais, mais c'est un investissement en moi-même, en mon avenir. Et en plus, ça m'aidera à me débarrasser enfin du passé. La décision était prise. Clara s'attaqua au projet avec enthousiasme. Elle passa des heures en ligne à étudier des blogs de design d'intérieur, à sélectionner des couleurs, des textures et des meubles. Elle décida que sa maison serait lumineuse, aérée, remplie de lumière. Pas de beige, seulement des tons propres et frais, menthe, lavande, rose poudré. Elle trouva une équipe d'entrepreneurs à un prix raisonnable et établit un devis. L'argent était juste, mais elle était prête à prendre le risque. Pendant que la rénovation était en cours, elle séjourna chez Sarah. Sa sœur, voyant les yeux pétillants et l'enthousiasme de Clara, se contenta de rire. Je n'aurais jamais pensé qu'un divorce pouvait être une telle source d'inspiration pour la rénovation d'une maison. Ce n'est pas un divorce, répondit Clara. C'est une émancipation. Un mois plus tard, elle retourna dans son appartement rénové. C'était magnifique, exactement comme elle l'avait rêvé. Des murs clairs, des meubles légers et élégants, beaucoup de plantes et de lumière. Elle passait d'une pièce à l'autre, n'en croyant pas ses yeux. C'était sa maison, sa forteresse, l'endroit où elle se sentait en sécurité. Parallèlement à la rénovation, elle entama sa reconstruction intérieure. Elle s'inscrivit au cours d'art floral dont elle rêvait depuis longtemps. 3 fois par semaine, le soir, elle apprenait à composer des bouquets, à entretenir les plantes et à créer des compositions florales. L'activité la consumait entièrement. Travailler avec les fleurs la calmait, lui apportant joie et harmonie. Elle rencontra de nouvelles personnes, tout aussi passionnées qu'elle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas seule. Un jour, en rentrant de cours, elle croisa sa voisine dans le hall, la même qui avait porté un faux témoignage au tribunal. Voyant Clara, la femme rentra craintivement la tête dans les épaules et tenta de passer discrètement. « Bonjour, Martha », la salua calmement Clara. « Bonjour, Clara ma chérie », balbutia la femme. « Je sortais juste chercher du pain. Comment vas-tu? Comment va Éléanore? Je ne l'ai pas vue depuis un moment. » « Oh, elle a été malade », répondit la voisine avec empressement, apparemment soulagée que Clara n'allait pas faire de scène. Après son séjour à l'hôpital, elle a vraiment décliné. Ne marche pas, reste surtout au lit. Ethan a déménagé, et Marcus et Olivia viennent rarement, alors elle est enfermée toute seule. Je vois. Clara hocha la tête. Elle n'avait pas pitié de son ex-belle-mère. Chacun récolte ce qu'il sème. Mais cette conversation la fit réfléchir. Elle se souvint de l'atout maître. Sarah avait parlé de la possibilité d'intenter une action en justice pour fraude. À l'époque, elle avait rejeté l'idée, ne voulant plus aucun contact avec la famille Sterling. Mais maintenant elle pensait qu'elle avait peut-être eu tort. Éléanore avait tenté de la priver non seulement de son argent, mais aussi de sa dignité. Elle avait menti, humilié, menacé, et s'en était sortie impunie. Était-ce juste? Clara appela Sarah. Tu te souviens quand tu parlais de poursuivre pour fraude? Je me souviens, répondit sa sœur avec lassitude. As-tu changé d'avis? Je pense juste que ça vaut peut-être la peine de le faire, pas pour l'argent, mais pour la justice, pour qu'elle comprenne qu'on ne peut pas mentir et manipuler les gens en toute impunité. Sarah garda le silence un instant. Je comprends ce que tu ressens, dit-elle finalement. Mais réfléchis bien. Ça signifie plus de tribunaux, de nerfs, et de saleté. En as-tu vraiment besoin? Tu viens juste de commencer une nouvelle vie. J'en ai besoin, dit fermement Clara. Sinon, j'aurais toujours l'impression d'avoir laissé le mal gagner. Sarah réalisa qu'il était inutile de discuter. Très bien, dit-elle. Alors mettons-nous au travail. Nous avons toutes les preuves, le rapport du détective privé, la conclusion du médecin légiste, et les dépositions des témoins prouvant qu'elle est en parfaite santé. Mais il nous faut une chose de plus. Nous devons prouver qu'elle continue de mener une vie active même après le procès. Elles engagèrent à nouveau le détective Vince. Cette fois, la tâche était plus difficile. Éléanore était devenue plus prudente.
Elle sortait vraiment moins souvent de la maison. Et quand elle le faisait, elle se déplaçait lentement, en s'appuyant sur une canne. Elle se doute de quelque chose, dit Vince après une semaine de surveillance. Ou elle s'est vraiment rendue malade à cause du stress. Mais 2 semaines plus tard, la chance leur sourit. Vince envoya une vidéo. Eleanor, regardant nerveusement autour d'elle, sortit de son immeuble. Convaincue que personne ne la regardait, elle marcha d'un pas vif jusqu'à l'arrêt de bus. Il n'y avait pas de canne dans ses mains. Elle monta dans un bus et se dirigea vers le marché des fermiers. Là, elle négocia énergiquement avec les vendeurs, trimballa de lourds sacs de légumes, puis retrouva une amie pour aller dans un café où elles rirent de bon cœur et burent du café avec des pâtisseries. C'est suffisant, dit Sarah après avoir regardé la vidéo. Maintenant, nous pouvons porter plainte. Elle prépara tous les documents. La plainte fut déposée pour 2 chefs d'accusation, tentative de fraude et diffamation. En guise de dédommagement pour la détresse émotionnelle, elles demandèrent $50 000. Quand Eleanor reçut la convocation du tribunal, selon la même voisine, elle fit une crise d'hystérie. Elle appela Ethan et Marcus, exigeant qu'ils fassent quelque chose contre cette vipère. Mais les fils, instruits par une amère expérience, refusèrent d'intervenir. La nouvelle que Clara avait porté plainte se répandit instantanément dans leur cercle de connaissances mutuelles. Son téléphone explosa d'appels, parents éloignés, anciens collègues, amis communs. La plupart d'entre eux, ceux qui hier encore secouaient la tête avec compassion en écoutant les histoires d'Eleanor sur sa belle-fille sans cœur, appelaient maintenant dans un seul but, pêcher les détails du scandale. Clara mit poliment mais fermement un terme à toutes les tentatives de s'immiscer dans son âme. « C'est une affaire juridique privée », répondait-elle. « N'en discutons pas. » Mais un appel la crispa. C'était le père d'Ethan, Robert Sterling. « Clara, bonjour. » Sa voix semblait fatiguée et coupable au téléphone. « J'ai entendu parler du procès. »« Bonjour, Robert. »« Oui, c'est vrai. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Eleanor a dépassé les bornes. Mais peut-être que tu ne devrais pas. Elle ne survivra pas à un autre procès. Sa santé est vraiment mauvaise maintenant. Il y a 1 an, tu m'as dit exactement la même chose, lui rappela Clara. Et à l'époque, ça s'est avéré être un mensonge. Ce n'est pas un mensonge maintenant, soupira Théil. Après ce scandale, elle est vraiment devenue grabataire. Sa tension, son cœur. Les médecins disent qu'elle doit se ménager. Pas de stress. Et maintenant ça. Robert, l'interrompit doucement mais fermement Clara. Je ne veux pas lui faire de mal. Je veux simplement la justice. Votre femme a tenté de frauder le tribunal, a essayé de me forcer à lui verser de l'argent qu'elle ne méritait pas. Elle a répandu des rumeurs infâmes sur moi et a vandalisé ma propriété. Elle doit comprendre que de tels actes ne restent pas impunis. Le silence s'installa au bout du fil. Je comprends, dit-il finalement. Mais peut-être y a-t-il un autre moyen, sans procès. Il y en a un, répondit Clara. Que Eleanor s'excuse publiquement auprès de moi devant les mêmes personnes devant lesquelles elle m'a humiliée. Tu sais qu'elle n'acceptera jamais ça, ricana Théil amèrement. Son orgueil. Alors ce sera décidé au tribunal. Clara était inflexible. Le choix lui appartient. Elle savait que son ex-belle-mère ne s'excuserait jamais, mais lui offrir le choix était important pour elle. Elle lui donnait une chance qu'elle gâcherait très probablement. Et elle le fit. 2 jours plus tard, Robert rappela. Elle a refusé, dit-il d'un air abattu. Elle a crié qu'elle préférerait mourir plutôt que de s'humilier devant toi. Eh bien, c'est sa décision, répondit calmement Clara. Je la verrai au tribunal. La première audience pour la nouvelle affaire fut fixée à la fin septembre. Clara s'y prépara comme si c'était sa dernière bataille. Elle visionna encore et encore les enregistrements vidéo faits par le détective privé et relut ses rapports. Elle voulait être prête à tout. Cette fois, Ethan n'apparut pas au tribunal. Eleanor vint avec un nouvel avocat, jeune et trop confiant. Elle tenta une fois de plus de jouer la victime, parlant de sa mauvaise santé et de l'ingratitude noire de sa belle-fille. Mais sa performance n'eut plus le même effet. La juge était différente, une femme stricte et pragmatique qui mit fin à toutes les tentatives de transformer l'audience en cirque.
Lorsque Sarah présenta les enregistrements vidéo d'Eleanor se promenant d'un pas vif au marché des fermiers et riant dans le café, son avocat tenta de s'y opposer. « Votre honneur, c'est un deepfake, déclara-t-il. Ma cliente n'aurait pas pu faire ça. Nous avons un rapport d'experts judiciaires confirmant l'authenticité des enregistrements, contre-attaqua Sarah, ainsi que des déclarations sous serment de témoins, les vendeurs du marché et la serveuse du café qui ont formellement identifié Madame Sterling. Ce fut un coup dévastateur. L'avocat de la belle-mère se dégonfla. Eleanor était assise, pâle comme un linge, les lèvres pincées. Elle réalisa qu'elle avait perdu, complètement et irrévocablement. Le tribunal statua en faveur de Clara. La plainte pour fraude et diffamation fut confirmée. Eleanor Sterling fut condamnée à verser à Clara une indemnisation pour dommages d'un montant de 15 000 $, ainsi qu'à couvrir tous les frais de justice, y compris les dépenses pour le détective privé et les honoraires d'avocat. C'était une victoire totale et inconditionnelle. En sortant de la salle d'audience, Clara ne ressentit pas de joie, mais un immense soulagement. C'était fini. La fin. Cette épreuve sale et épuisante était enfin terminée. Une surprise l'attendait à la sortie du palais de justice. Ethan était assis sur un banc. « J'ai tout entendu, dit-il en s'approchant. Félicitations. Merci. Ma mère est en pleine crise. Elle dit que tu l'as ruinée. Elle s'est ruinée elle-même, haussa les épaules Clara, avec ses mensonges et sa cupidité. Ils restèrent silencieux. Tu pars, demanda-t-elle pour rompre la pause gênante. Oui, demain, soupira-t-il. Tu sais, j'y ai beaucoup réfléchi. Tu avais raison sur toute la ligne. J'étais faible, un fils à maman, et je t'ai perdu. C'est ma plus grande punition. Clara le regarda s'éloigner, des émotions contradictoires se bousculant dans son âme. Elle ressentait un peu de pitié pour lui, mais elle savait que rien ne pouvait être défait. Il avait fait son choix et elle avait fait le sien. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle appela ses parents et leur raconta tout ce qui s'était passé. Ils furent choqués, bien sûr, mais la soutinrent. « Tu as bien fait, ma chérie, » dit son père. « On ne peut pas laisser les gens s'essuyer les pieds sur soi. » Et une semaine plus tard, quelque chose se produisit que Clara n'avait pas du tout prévu. L'argent d'Eleanor fut déposé sur son compte, la totalité de la somme jusqu'au dernier centime. Elle avait été certaine que son ex-belle-mère ferait traîner les paiements et déposerait des appels. Mais non. Clara appela Sarah. « Tu imagines ? Elle a tout payé. » « Je ne suis pas surprise, » se moqua sa sœur. « Hier, j'ai laissé entendre à son avocat que s'il traînait, nous déposerions une autre plainte pour parjure. Et ça, c'est un chemin direct vers des poursuites pénales. Apparemment, ça a marché. » Clara regarda les chiffres sur l'écran de son téléphone et se demanda quoi faire de l'argent. Elle pourrait le dépenser pour elle, pour un voyage, pour une nouvelle voiture, mais elle n'en avait pas envie. Cet argent lui semblait sale. C'était le paiement de sa douleur et de son humiliation, et elle lui trouva un meilleur usage. Elle transféra la totalité de la somme sur le compte d'une association caritative locale pour l'aide à l'enfance dans son district. Elle le fit anonymement, envoya simplement les fonds, et sentit la dernière pierre tomber de son âme. Elle était purifiée. Elle était prête à commencer sa nouvelle vie avec une ardoise vraiment propre. Après le deuxième procès, la vie de Clara sembla s'installer dans un rythme calme et mesuré. Elle se plongea dans ses cours d'art floral, et le travail lui apporta une joie sincère. Ses instructeurs notèrent son goût raffiné et son sens de l'harmonie. Elle créait des bouquets qui n'étaient pas seulement des assemblages de fleurs, mais des histoires entières, tendres, passionnées, mélancoliques. Son projet de fin d'études, un arrangement appelé « Renaissance », remporta le premier prix d'un concours de fleuristes à l'échelle de la ville. C'était un triomphe modeste mais crucial qui solidifia sa confiance en elle et en la voie qu'elle avait choisie. L'idée d'ouvrir sa propre boutique ne semblait plus être une chimère. Clara commença à agir avec audace. Elle trouva un petit local commercial à louer dans un quartier animé près d'un parc. Il y avait beaucoup de passages et elle espérait que sa petite boutique ne passerait pas inaperçue. Elle conçut elle-même l'aménagement intérieur. La boutique devait être lumineuse et confortable, rappelant un petit jardin français. Elle investit toutes ses économies dans l'entreprise, ainsi que l'argent qu'elle avait reçu d'Ethan pour la voiture. C'était un risque, mais elle était prête à le prendre.
La grande ouverture était prévue pour le début du printemps. De temps en temps, des rumeurs sur la famille Sterling lui parvenaient. Ethan avait en effet déménagé et, selon des amis communs, avait décroché un excellent poste à Chicago. Eleanor, après avoir perdu le procès et payé le règlement, s'était complètement repliée sur elle-même. Elle avait vendu le chalet des Pocono pour couvrir ses dettes et ses frais de justice. Elle avait cessé de parler à ses amis et voisins. Robert, fidèle à sa parole, avait trouvé un emploi. Il travaillait comme agent de sécurité dans un supermarché local à Risteter. Clara ne ressentait ni colère ni sympathie envers eux. Ils avaient simplement cessé d'exister pour elle, devenant des fantômes du passé. Un jour de fin février, alors que les préparatifs pour l'ouverture de la boutique battaient leur plein, une invitée inattendue entra dans son futur magasin. C'était Olivia, la femme de Marcus, le frère cadet d'Ethan. Elle avait l'air embarrassée et hésitante. « Clara, bonjour, dit-elle doucement. Puis-je te parler ? Bonjour, Olivia. Oui, bien sûr. Entre. Clara posa le sécateur qu'elle utilisait sur des roses. De quoi voulais-tu parler ? Je suis venu m'excuser, lança Olivia en rougissant. Pour ce dîner, pour le fait que nous sommes restés silencieux quand Eleanor, mais tu dois comprendre, Olivia, c'était il y a longtemps. Tu n'as pas besoin de, non, si. Elle leva des yeux pleins de larmes vers Clara. J'ai tellement honte. Marcus et moi étions complètement sous sa coupe à l'époque. Nous avions peur de dire un mot contre elle. Et toi, tu t'es avérée si forte. Tu as pu lui tenir tête. Je me protégeais juste, haussa les épaules Clara. Tu nous as donné une leçon, poursuivit Olivia. Après ton départ, Marcus et moi avons beaucoup parlé et nous avons réalisé que nous ne pouvions plus vivre comme ça. Nous avons quitté leur maison et loué notre propre appartement. Marcus a trouvé un vrai travail. Il a tellement changé. Il est devenu indépendant et responsable. Elle parlait de manière décousue, mais avec une sincérité absolue. Clara écouta et réalisa que sa rébellion, son combat pour elle-même, avait en fait eu des répercussions au-delà de sa propre vie. Sans le vouloir, elle était devenue un catalyseur de changement au sein de toute la famille Sterling. Aussi, dit Olivia en sortant une enveloppe de son sac à main. C'est de l'argent. Il y a $1500 ici. C'est la part de Marcus et la mienne pour les appareils électroménagers que nous vous avions offerts pour votre mariage. Nous savons qu'Eleanor les a pris pour elle. Nous voulons vous rendre au moins une partie. Clara fut décontenancée. Olivia, tu n'as pas à faire ça. Si, vraiment, dit fermement l'autre femme. Nous voulons commencer une nouvelle vie honnête. Et pour cela, nous devons régler nos anciennes dettes. S'il te plaît, prends-le. Et Clara le prit, non pas parce qu'elle avait besoin de l'argent, mais parce qu'elle vit un remords sincère dans les yeux de cette femme. Merci, dit-elle. Et bonne chance à toi et à Marcus. Et à toi aussi, sourit Olivia. Ta boutique va être la plus belle de la ville. Je viendrai certainement à l'ouverture. La conversation laissa une sensation chaleureuse dans l'âme de Clara. Il s'avéra que même dans cette histoire sombre, il y avait des moments lumineux. Quand Olivia partit, Clara regarda l'enveloppe dans ses mains et sourit. Elle savait exactement à quoi elle allait dépenser cet argent. Elle l'utiliserait pour acheter les plus belles, les plus rares, les plus exotiques fleurs pour sa boutique. Des fleurs qui symboliseraient le début d'une nouvelle vie. Pas seulement la sienne, mais comme il s'est avéré, la vie des autres. Une semaine avant la grande ouverture, alors que les dernières retouches étaient terminées et que les vitrines présentaient déjà les premiers arrangements, un autre visiteur inattendu entra. C'était Robert Sterling. Il portait son uniforme d'agent de sécurité et avait l'air épuisé. « Je suis juste passé te féliciter », dit-il en souriant maladroitement. « C'est magnifique ici. »« Merci, Robert. »« Entre. Laisse-moi te faire un thé. »« Je n'ai pas le temps. Je suis de service. » Il se balança d'un pied sur l'autre. « En fait, je suis ici pour affaires. Eleanor, elle m'a demandé de te passer un message. » Clara se crispa. « Passer quel message ? » Elle est à l'hôpital. Son cœur. Cette fois, c'est sérieux. Les médecins disent qu'elle a besoin d'une opération, mais nous n'avons pas d'argent. Elle a vendu tout ce qu'elle pouvait. Elle demande à t'emprunter.
Clara regarda son ancien beau-père et ne sut que dire. C'était comme une boucle infinie et tordue. L'hôpital encore, l'argent encore, la manipulation encore. Je n'y crois pas, dit-elle finalement. Je sais, hocha-t-il la tête. Après tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai, Clara. J'ai vu les dossiers médicaux moi-même. J'ai parlé au chirurgien. La situation est critique. Et ses fils, demanda Clara. Marcus, Ethan? Marcus traverse lui-même une période difficile en ce moment. Olivia est enceinte. Ils viennent de contracter une hypothèque. Et Ethan il a envoyé ce qu'il a pu, mais ce n'est pas assez. Il la regarda avec un tel espoir et un tel désespoir que le cœur de Clara se serra. Elle se souvint comment il était venu s'excuser auprès d'elle, comment il s'était sincèrement repenti de sa faiblesse, et elle ne put lui refuser. « De combien as-tu besoin ?» demanda-t-elle. Il nomma la somme. C'était un montant important, presque tout ce qui lui restait après avoir investi dans la boutique. « Je te le donnerai, dit-elle sans hésiter. Mais pas comme un prêt. Prends-le simplement. Considère-le comme le prix de ma tranquillité d'esprit. Je veux que cette histoire soit terminée pour de bon. » Elle retira l'argent de son compte et le donna à Robert Sterling. Il pleura. Un homme adulte aux cheveux gris se tenait au milieu de sa boutique de fleurs, pleurant en la remerciant. « Tu es une sainte, dit-il à travers ses larmes. Je ne suis pas une sainte, secoua la tête Clara. Je veux juste continuer ma vie. En remettant l'argent, elle ne ressentit aucun regret, seulement de la légèreté. Elle laissa aller. Elle laissa aller tout le ressentiment, toute la douleur. Elle ferma cette porte pour toujours. La boutique, nommée « La toile florale de Clara », ouvrit le premier samedi de mars. La journée était ensoleillée et exceptionnellement chaude. Clara était sur pied depuis le petit matin, arrangeant les derniers vases de fleurs et polissant les vitrines en verre jusqu'à ce qu'elles brillent. Elle était aussi nerveuse qu'une écolière avant un examen. Et si personne ne venait? Et si personne n'aimait ses bouquets? Mais ses craintes étaient infondées. À midi, la boutique était bondée. Des amis vinrent, d'anciens collègues, des camarades de ses cours d'art floral, et simplement des passants au hasard, attirés par l'enseigne lumineuse et le parfum des fleurs qui se déversaient dans la rue. Sarah arriva avec un énorme bouquet de ses pivoines préférées et une bouteille de champagne. Joyeuse grande ouverture, femme d'affaires, serra-t-elle sa sœur dans ses bras. J'ai toujours cru en toi. Marcus et Olivia vinrent aussi. Ils offrirent à Clara une élégante statuette d'ange gardien. Qu'il protège ton entreprise, dit timidement Marcus. Il avait en effet changé. Il était plus sérieux, plus confiant. L'insouciance juvénile avait disparu de ses yeux. Clara accepta les félicitations, sourit, vendit ses premiers bouquets et se sentit absolument heureuse. C'était son jour, sa victoire. Vers le soir, lorsque l'affluence des clients s'était calmée, Robert Sterling passa. Il n'était pas en uniforme mais dans un simple costume soigné. L'opération a été un succès, dit-il en guise de salutation. Eleanor se remet. Les médecins disent que tout ira bien. Je suis contente de l'entendre, répondit sincèrement Clara. Elle m'a demandé de te dire merci, parla-t-il avec difficulté comme si chaque mot était une lutte. Et elle demande aussi ton pardon, pour tout. Clara était stupéfaite. Eleanor Sterling demandait pardon. C'était impossible à croire. Elle a beaucoup changé après l'hôpital, poursuivit Robert. Elle a réévalué beaucoup de choses. Elle a dit qu'elle avait eu tort, que son orgueil et son égoïsme avaient presque détruit la vie de tout le monde. Clara ne sut que répondre. Elle hocha simplement la tête. Je ne m'attends pas à ce que tu lui pardonnes, soupira-t-il, après tout ce qu'elle a fait. Mais je voulais que tu le saches. Il partit, laissant Clara avec des sentiments mitigés. Pardonner? Pouvait-elle pardonner à la femme qui lui avait causé tant de douleur? Probablement pas. Mais elle ne ressentait plus de haine non plus. Seulement de la fatigue et un sentiment de clôture. Cette histoire était terminée. La vie continuait. La boutique de Clara gagna rapidement en popularité. Ses bouquets personnalisés uniques devinrent sa carte de visite. Elle se constitua une clientèle fidèle et enregistra des commandes pour des mariages et des événements d'entreprise. Elle travaillait dur,
mais le travail lui apportait de la joie. Elle embaucha 2 assistantes, des filles tout aussi passionnées par la fleuristerie. Et elles devinrent non seulement des collègues, mais de véritables amies. Sa vie personnelle se mettait aussi progressivement en place. Elle commença à fréquenter l'un de ses clients, un architecte nommé Julian Brox. Il était intelligent, cultivé et avait un merveilleux sens de l'humour. Plus important encore, il la respectait, elle, son entreprise et son indépendance. Il n'essayait pas de la changer ou de la modeler à sa volonté. Avec lui, tout semblait facile et calme. Un jour, près d'1 an après l'ouverture de la boutique, Ethan l'appela. « Salut !» Sa voix semblait inconnue, comme si elle appartenait à une autre personne. « Je suis en ville pour voir mes parents. Pourrions-nous nous rencontrer ?» Clara hésita une seconde. Pourquoi? Qui avait-il d'autre à discuter? Mais la curiosité l'emporta. D'accord, accepta-t-elle. Demain à 15 heures au café près du parc. Il arriva à l'heure. Il avait beaucoup changé, perdu du poids, bronzé. Les premiers cheveux gris apparaissaient à ses tempes. Il était habillé simplement mais avec goût et il la regardait calmement, sans l'ancien ressentiment ou la culpabilité. « Tu es magnifique, dit-il. J'ai entendu parler de ton succès. Ta boutique est la meilleure chose de cette ville. Merci. Tu as changé aussi. Ouais. » Il sourit faiblement. La vie dans une grande ville vous oblige à grandir. Ils parlèrent pendant environ 1 heure, du travail, de la vie, des projets d'avenir. Il partagea qu'il allait se marier. Sa fiancée était une médecin qu'il avait rencontrée à Chicago. Elle est complètement différente, dit-il. Pas comme toi. Elle est simple, casanière. C'est calme avec elle. Je suis heureuse pour toi, Ethan. Vraiment. Elle était vraiment heureuse. Heureuse qu'il ait trouvé sa place. Heureuse qu'il ait enfin grandi et se soit libéré de l'influence de sa mère. Maman m'a demandé de te dire bonjour, d'ailleurs, dit-il avant de partir. Elle parle souvent de toi. Elle dit que tu lui as donné une bonne leçon. J'espère qu'elle l'a apprise. Elle l'a fait. Il hocha la tête. Elle est complètement différente maintenant. Calme, tranquille. Elle s'entend même avec ma fiancée. Quand il partit, Clara resta longtemps assise dans le café, regardant par la fenêtre. Tout était rentré dans l'ordre. Chacun avait eu ce qu'il méritait, et elle aussi. Elle avait obtenu sa liberté, une carrière qu'elle aimait, et un nouvel homme fiable à ses côtés. Son entreprise grandit. Elle ouvrit 2 autres emplacements dans d'autres quartiers et lança une école d'art floral en ligne qui devint extrêmement populaire. Sa relation avec Julian évolua harmonieusement. Il s'avéra être exactement l'homme dont elle avait rêvé. Fiable, attentionné, compréhensif. Il y a 6 mois, il lui a demandé sa main et elle a accepté sans hésiter. Ils achetèrent une grande maison en banlieue avec un vaste jardin où Clara prévoyait de planter une immense roseraie. Le mariage était prévu pour juin. La famille Sterling s'était presque entièrement estompée de sa vie. De temps en temps, elle croisait au hasard Marcus et Olivia avec leur petite fille dans la rue. Ils se saluaient poliment et échangeaient quelques banalités. Marcus travaillait comme ingénieur dans une usine de fabrication. Olivia restait à la maison avec le bébé. Il ressemblait à une famille moyenne tout à fait normale. Ethan, comme elle le savait, était marié et vivait à Chicago. Eleanor, après son opération, menait une vie tranquille et isolée de retraité. Un jour de fin mai, Robert Sterling entra dans sa boutique. Il avait l'air plus âgé, mais en quelque sorte en paix. « Je suis venu pour un bouquet, dit-il. C'est l'anniversaire d'Eleanor demain. Elle a 60 ans. Félicitations, dit poliment Clara. Quel genre d'arrangement aimeriez-vous? Fais quelque chose à ton goût. Tu comprends ça mieux que moi. Pendant que Clara composait une composition de délicates roses crème et de lisianthus, il observait son travail en silence. Elle regrette tout énormément, dit-il soudainement, tout. Elle pleure souvent, regarde de vieilles photos. Elle dit que si elle pouvait remonter le temps, elle ferait tout différemment. Clara garda le silence. Elle ne savait pas quoi dire à cela. Elle aimerait beaucoup te voir, continua-t-il, pour te demander pardon en personne. Clara finit d'attacher le bouquet et le tendit à son ancien beau-père.
Souhaitez un bon anniversaire à Eleanor de ma part, dit-elle. Et dites-lui que je ne lui en veux pas. Je lui ai pardonné il y a longtemps. Et c'était la vérité. Il n'y avait plus de place pour les rancunes dans son âme. Seulement une légère tristesse mélancolique pour le passé, qui avait fait d'elle la femme qu'elle était aujourd'hui. Merci, Clara, dit Robert, les larmes brillant dans ses yeux. Tu es une femme très sage. Quand il partit, Clara s'approcha de la fenêtre. Une chaude pluie de printemps tombait dehors, lavant la poussière des trottoirs et des arbres. Elle regarda les gouttes tracées des chemins sur la vitre et pensa à quel point la vie pouvait être sinueuse et imprévisible. Parfois, pour trouver le bonheur, il faut traverser la douleur et la perte. Parfois, pour se trouver, il faut perdre tout ce que l'on pensait avoir. Son histoire était exactement cela, une histoire de perte et de découverte, de trahison et de pardon, de lutte et de victoire. Mais son thème principal était l'amour. L'amour de soi, de la vie, de sa vocation. Et cet amour s'avéra plus fort que toute adversité. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Julien l'attendait. Il avait préparé le dîner et allumé des bougies. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» demanda-t-il en la serrant dans ses bras. « Bien, » sourit-elle. « Très bien. » Ils s'assirent à table, burent du vin, parlèrent de leur avenir, du mariage, de leur lune de miel, et des enfants qu'ils voulaient tous les deux tant. Et Clara se sentit absolument heureuse. Elle avait trouvé son havre de paix, sa place dans la vie, et elle savait qu'elle ne permettrait plus jamais à personne de détruire son monde. La leçon était apprise. L'histoire était terminée. Devant elle s'ouvrait un nouveau chapitre lumineux. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné avec votre âme, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager vos pensées dans les commentaires. Votre soutien est notre meilleure inspiration pour créer de nouvelles histoires. À la prochaine fois.